Qu'est-ce qui freine réellement les entreprises africaines dans l'adoption stratégique par l'IA? Il y a plusieurs facteurs. Pour beaucoup de personnes, de dirigeants, de professionnels et d'entreprises, je pense surtout qu'il y a un élément très important qu'ils n'ont pas encore capté actuellement. Lorsqu'on ne prend pas conscience, on ne peut pas évaluer à quel point la profondeur d'une technologie ou la profondeur d'une ressource qui est disponible. Et c'est vrai qu'on nous a vendu tout au début que l'IA vient pour notre simplification du quotidien à tous, mais il y a des enjeux plus profonds que ça. Et lorsqu'on voit des pays comme la Chine, lorsqu'on voit des pays comme les États-Unis se placer et pour se battre... Pour moi, c'est la nouvelle guerre mondiale, ça, en fait, la guerre des données, la guerre de l'IA. L'IA permet d'automatiser beaucoup de tâches, beaucoup de travail, accélère facilement les process opérationnels. Alors aujourd'hui, pour une entreprise en Afrique, vu qu'on est dans le contexte africain, comment est-ce qu'ils peuvent justement commencer à intégrer l'IA et comment est-ce qu'ils doivent l'intégrer? Par quoi commencer? Il y a des éléments simples et assez fondamentaux ici qu'il faut comprendre. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de la Team Agile, le talk des décideurs agiles by Agile Team. Votre rendez-vous stratégique où chaque semaine, on analyse, on challenge, on décrypte ce qui secoue le monde des affaires, de la tech, du leadership dans le monde et surtout en Afrique. Je suis votre hôte Dominique Odieb et en co-animation, je suis avec Tanela Vosi, députée CEO de Agile Team. Hello Tanela. Salut Dominique. Ça va? Très bien et toi? Ça va très bien. La fête de fin d'année, comment ça se passe? Écoute, bien. Le portefeuille chauffe, mais ça se passe bien. Super. Alors, nous sommes aussi avec Arman Kapo, chairman de HNC. Hello, Arman. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous m'avez fait perdre du temps et j'ai dû danser du afro-vocalisation. Incroyable. Pour ce nouvel épisode, et certainement le dernier épisode de l'année, Je t'ai pas dit nous bonjour. sommes avec... J'ai pas dit bonjour. Ouais, parce que tu voulais nous charrier. Et il n'a pas fini Il là. n'a pas dit bonjour. Ah. Comment tu vas? Je veux, Là, ça va être très fun cet Non, épisode. aujourd'hui, je c'est moi sens. qui anime je l'émission. veux bien. Alors, donc, je vais faire comme ça. Hello, bonjour. Bon, allez. Alors, pour ce nouvel épisode, et puis d'ailleurs qui est le dernier épisode de l'année 2025, nous aurons le plaisir d'avoir un nouvel invité qui nous fait l'honneur d'être là. Pour le Hot Topic, c'est Monsieur Berkis Dadje. Hello Berkis. Allez, bonjour Dominique. Ça va? C'est plus grâce à toi. Super, super bien. Mais alors, Berkis pour la petite est... information. Berkis, attends, avant d'abord, laisse-moi finir de présenter l'invité, D'accord, s'il te plaît. Berkis est le CEO de HNC Digital Training, une plateforme merveilleuse de training en ligne des dirigeants, des managers. Et j'ai souvent aperçu Manager City, qu'il manage avec beaucoup de grâce et beaucoup d'excellence opérationnelle. Donc, nous avons le plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler de data, pour parler d'IA. Donc, est-ce que tu es prêt à parler de ça avec nous tout à l'heure, durant le Hot Topic? Super, c'est un sujet d'actualité et c'est avec un grand plaisir qu'on va échanger dessus. Super, merci. Bienvenue Aman, sur le qu'est-ce que tu voulais spoil? Quand on m'a dit son nom pour la première fois, on dit Dadje. Alors, Dadje, dans ma famille, dans ma langue, ça veut dire garçon. Le garçon. Le garçon. Ça veut dire l'homme, quoi. Ah, l'homme fort, quoi. Non, c'est un vrai Comment homme. c'est en Côte d'Ivoire, c'est garçon? Non, Dadje, garçon, ça veut dire garçon. Dadje, voilà, jeune homme, mais après, ça dit vrai homme, quoi. Ah. Il dit, mais et lui, il a demandé s'il est béninois, il m'a dit non, qu'il est camerounais. J'ai dit, mais comment tu peux t'appeler Dadje et tu n'es pas béninois? Et pour la petite Mais histoire il y a aussi également, Bernard Dadje de Côte d'Ivoire. Dadje est lié à la Côte d'Ivoire, Oui, c'est lié tout à au fait. Tchad, c'est lié au Niger. Oh là là! C'est lié à presque partout. You're an African, Yeah. total African, that's African nice! citizen. Donc, tu vas avoir tous les passeports. C'est vrai, hein? En Cameroun- Tu devrais avoir du Camerounais, laisser-passer. En principe. Super. Alors aujourd'hui, on va parler justement de management, de performance, de pays, aussi d'investissement et de rachat d'entreprises. On va aller directement au Top Business News. On décrypte, on analyse, on challenge pour vous dans la team Agile. Alors en Top Business News, aujourd'hui, on parle de la hausse des prix de l'électricité au Sénégal qui fait fureur. On ne sait pas si c'est des nouveaux prix, c'est une hausse de prix, mais on en parlera tout à l'heure dans les Top Business News. En Top Business News numéro 2, on parle de Canal+, qui a racheté MultiChoice, un grand groupe qui va augmenter l'éventail de Canal+. En Top Business News numéro 3, on parle d'une dizaine de pays africains qui rejoignent le corridor commercial en Afrique. Et en top trend, aujourd'hui, on parlera de l'exode massif des talents tech africains, la fuite des talents tech. Et en hot topic avec notre invité, Berkis Dadje, on parlera de l'entreprise augmentée IA.
Ça sera magnifique, je vous promets. Alors, Tanella, on va directement au top business news numéro 1, le Sénégal qui s'oriente vers peut-être une nouvelle hausse des prix d'électricité d'ici janvier 2006. Quel est le contexte dans lequel on a cette instabilité ou alors cette hausse des prix? Alors, au Sénégal, ce qui est sûr, c'est qu'un fort mécontentement se fait ressentir face à la hausse des prix d'électricité. À Dakar, plusieurs mobilisations d'ailleurs ont déjà émergé pour dénoncer les factures jugées anormalement élevées et un manque de transparence dans le système de comptage et de tarification. Alors donc pour rappeler le contexte, effectivement, la majorité des utilisateurs, des usagers, depuis un moment, utilisent déjà des compteurs prépayés, donc 72% sur les 2,3 millions de clients. Et depuis plusieurs mois, de nombreux ménages affirment recevoir moins de kilowatts pour le même montant sans explication concrète. Je vous rappelle, le tarif moyen actuel est de 127 francs par kilowatt, jugé d'ailleurs très élevé. Et pour 5 000 francs, les usagers disent recevoir aujourd'hui 30 kilowatts contre 53 auparavant. Une centaine de manifestants ont défilé à Dakar le 17 octobre déjà pour justement protester contre cette hausse de prix. Et le gouvernement donc a annoncé envisager une baisse, une baisse de tarification sur l'électricité, le gaz et le carburant sous cette pression sociale. Des PME et des associations, ce qui est encore plus grave, c'est que des PME et des associations et des ménages modestes même d'ailleurs disent subir des difficultés au point où ils sont aujourd'hui, et même certaines entreprises sont contraints de couper l'électricité plusieurs heures de la journée, justement pour limiter la consommation. Et donc, ça affecte du coup l'activité économique et le quotidien donc, des Sénégalais. D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une grève, excuse-moi de te couper, il y a eu une grève d'ailleurs au niveau de la Sénélec. Plusieurs influenceurs sur TikTok et sur Instagram ont décidé d'aller revendiquer. Bien sûr. Et puis, dans les bruits de couloir, certains disent que la Sénélec explique cela en disant que c'est à cause de la forte chaleur qu'il y a eu récemment au Sénégal. Moi, je me demande, est-ce que la chaleur augmente véritablement le prix de l'électricité? Est-ce que ça augmente la consommation? Ça, on ne le sait vraiment pas. C'est pour ça que dès le départ, à l'entame de mon propos, de l'annonce de ce sujet, j'ai dit, est-ce que c'est une hausse véritable de prix ou alors c'est la consommation qui augmente à cause de la température globale du Sénégal, de Dakar, qui, selon le service de météorologie, avait annoncé que cette fin d'année devait être plus chaude que d'habitude. Mais étant dans la team Agile, Tanella, on se demande vraiment, pour une entreprise qui va faire face à cela, et on va directement poser la question à Yaman, comment est-ce qu'elle devrait faire face à ce type de hausse de prix? Est-ce qu'elle devrait, comme Tanella a dit, couper l'électricité quelques heures? Ou alors, si la hausse de prix se confirme, comment est-ce que les entreprises doivent s'adapter? Non, à vrai dire, il faut remarquer une chose très importante, c'est qu'en fait, moi je vais être cynique et pragmatique comme d'habitude. Première des choses, il faut regarder quel est le système de tarification. Sauf mon erreur, le système de tarification est tel que lorsque tu franchis, on va dire, une limite, tu entres dans une nouvelle catégorie avec un nouveau tarif par kilowattheure qui change. Je donne un exemple simple. Imaginons qu'on dit que ceux qui consomment par exemple de 15 à 20 kWh, c'est l'exemple que je donne, ils payent le kilowattheure à 1000 francs, parce que c'est les couches les plus diminuées. Et que ceux qui entre 20 et puis 40, ils payent le kilowattheure à 2000. Oui. Donc on est dans la période de chaleur justement. Toi qui consommais en période de fraîcheur, tu n'utilisais pas pratiquement le climatiseur, donc tu consommais peut-être donc, du coup moins de 20 kWh. Et donc, du coup, il se trouve que maintenant, parce qu'il fait chaud, tu as ton climatiseur ou ton brasseur, ou ton ventilateur, ton climatisation, etc. OK. Et donc, du coup, tu franchis la barre, donc du coup, où on facture les gens 2000 $ de le kilowattheure. OK. Donc, tu vas sentir comme si le prix a augmenté, mais le prix n'a jamais augmenté. Mais est-ce que le système de facturation est réellement comme ça? J'en sais rien. Je fais confiance à ce que la société qui s'occupe de distribuer l'électricité a communiqué. Et ça m'a l'air d'avoir du sens. Parce qu'en fait, si tu consommais hors période de chaleur moins de 20 kWh, et que maintenant tu consommes plus de 20 kWh dans la période où du coup, je dis n'importe quoi, je ne connais pas trop les études de mesure, donc de l'électricité. Donc si tu dépasses donc, du coup tu dépasses les 20, tu entres dans une nouvelle catégorie de tarification par kilowattheure. Donc tu consommes, on va dire, plus, et là où tu consommais 18 par exemple, on te facture 1000 francs de le kilowattheure, ça te fait 18 000. Dès que tu consommes 22,
ou bien 21 par exemple, on te facture 2000 francs. Donc ça te fait 42. Donc tu as l'impression que le prix unité a augmenté, mais tu as changé de catégorie. Parce que de toutes les manières, moi je n'ai pas senti que l'électricité coûte plus. Non, mais là, on est dans une supposition. La réelle question, c'est au cas où l'augmentation est confirmée. Je ne sais pas que l'électricité coûte cher pour une seule raison. C'est que même si la consommation augmente, je reste dans la même catégorie. Oui, mais Herman, je comprends ça tout à fait. Mais si tu payes le niveau le plus élevé déjà, d'accord, et que tu consommes plus, tu vas rester toujours au même indice de tarification. Maintenant, je veux dire quelque chose de très important. Oui, la vie est très dure pour les gens. Oui, les gens souffrent énormément. Les entreprises ont quelques difficultés, donc du coup, à pouvoir s'en sortir, etc. Je comprends. Mais le pays est en transition. Donc, il faut. Mais qu'est-ce que tu peux dire à un entrepreneur pour s'adapter à ça? C'est ça la question véritablement. Non, dans le sens où, si effectivement c'est avéré que les prix ont augmenté, comment une entreprise fait pour s'adapter? Alors, quand quelqu'un dit que je reçois des factures plus élevées en période de chaleur, attendons le mois de décembre ou de février pour voir si on a la même remarque. Sinon, on va considérer qu'on n'a pas de détail lors de la dernière chose là. Les gens ne veulent pas lire le système de tarification, ils ne veulent pas regarder de près leur facture. Les plaintes. Et puis, voilà, ils se plaignent. Parce que quand on envoie ta facture, quand tu en reçois, ou bien tu fais le YOFAL, YOFAL, oui, c'est YOFAL. YOFAL, c'est ça. Donc tu fais ça, tu sais combien tu as consommé. Et donc, tu changes de catégorie de tarification quand tu changes de kilowattheure consommé. Et par hypothèse, je dis, du point de vue hypothèse, mon hypothèse que je vois, c'est qu'il est normal que pendant la période de chaleur, à Dakar, on consomme plus d'électricité. Pas que l'électricité coûte plus cher, mais tu changes de catégorie de tarification. Super, on espère que cette hypothèse est vraie et on espère que mais la Sénélec... On ne va pas se mettre à... Même le gouvernement n'accepterait pas que dans les conditions actuelles, la Sénélec augmente les prix. Oui. Ensuite, quand on augmente les prix de l'électricité, ça s'annonce officiellement. OK? Tout le monde, nous-mêmes on sait, par exemple, quand tu conduis ta voiture, on sait que lorsque tu mets le climatiseur, la voiture consomme plus d'électricité. En tout cas, ça montre que le gouvernement a l'écoute des populations. De toute façon, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose. Il y a un proverbe africain qui dit que celui qui a mal a plus mal dès qu'il a mal. Quoi? On vous laisse à votre réflexion. Il y a un proverbe africain qui dit que quand tu as déjà mal, on te fait mal. Tu as encore plus mal. Oui. Maintenant, voilà. Celui qui n'a pas mal, c'est-à-dire que regarde, si tu as une plaie ici. Les riches s'enrichiront, les pauvres sont pauvres. Non, si tu as une plaie ici, je te tape. Tu vas avoir mal, non? Bien sûr. Si moi je n'ai pas une plaie ici et je te tape. Tu n'auras pas mal. J'aurai moins mal que toi. Oui. Donc quelqu'un qui a déjà mal a plus mal lorsqu'il sent le mal. Magnifique. En Top Business News numéro 2, on parle de Canal+ qui finalise l'acquisition de MultiChoice. C'est maintenant officiel. Canal+ devient majoritaire dans MultiChoice, bouclant ainsi la plus grande opération média de l'année en Afrique. Alors, Tanela, quels sont les éléments structurants de cette acquisition? La plus grosse opération média pour le groupe d'ailleurs, même jamais réalisée par le groupe français. Effectivement, fin septembre 2025, Canal+ a finalisé le rachat de MultiChoice, l'un des géants africains de la télévision payante et du streaming, dans une opération, comme je l'ai dit, qualifiée de la plus importante. Alors, avec ce rapprochement, Canal+ se positionne vraiment comme le principal acteur de l'audiovisuel en Afrique. Waouh! Absolument. Tant dans les pays francophones qu'anglophones. Ouais. Déjà, ils prenaient déjà toute la place, mais là, c'est fini. Là. Il y a plus de place. Domination du marché. C'est ça, exactement. Alors, MultiChoice opère dans des services donc largement répandus en Afrique francophone et anglophone via des plateformes comme DSTV, GoTV ou encore Showmax. Et depuis 2024, Canal+ détenait déjà une part importante du capital de MultiChoice. On parle d'environ 46%. Et pour finaliser donc ce rachat, Canal+ a déboursé la somme de 2 à 2,5 milliards d'euros selon les sources. Ils ont pris les parts restantes. Absolument, c'est ça. Absolument. Et le groupe donc combiné Canal+ plus MultiChoice dessert désormais plus de 400 millions d'abonnés répartis dans 70 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Et la transaction donc, a été validée depuis juillet 2025. Tu as parlé de DSTV, ça veut dire que ces gars, en fait, ils vont vraiment saturer. Ah oui. Ils viennent, ils prennent, ils ont pris. Mais il faut voir ça comme des socialistes. Non, pas du tout. Alors non, mais c'est des wokistes. Non, mais c'est bien, en fait. C'est une bonne chose. Ils dominent les marchés. C'est une très bonne chose. Une entreprise est censée... Le principe est très simple. Le principe est très simple. Comme le dit le proverbe africain, et un adage camerounais, le Cameroun est trop compliqué. Si on t'explique que tu as bien compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Donc, si on n'a pas compris, il faut dire, je vais vous expliquer.
Non, mais c'est pas qu'on n'a pas compris, on est en train de se Vous réjouir du dites fait qu'ils ont que compris. Ils n'ont pas Multichoice- compris. Il y a ce qu'on appelle la consolidation. Oui, effectivement. Je voulais justement te demander. Attends, Lorsque et puis vous êtes- ils ont répondu à ma actionnaires question, majoritaires, effectivement, hein. en disant que est-ce que c'est le Vous début êtes d'une- des acteurs de marché. Vous dépensez du budget marketing pour vous concurrencer. Vous faites de la production pour pouvoir être concurrentiel. Et vous constatez que, exemple par exemple, là, donc, vous constatez que vous perdez de l'argent pour rien. Exemple, lorsque Canal Plus doit avoir les chaînes de multi-choice, il paye à multi-choice. D'accord? Lorsque multi-choice doit avoir les chaînes de Canal, il paye à Canal. Oui, oui. Ensuite, mais Canal Plus, il y a MyDSTV, il y a Showmax qui est le truc streaming, il y a MyCanal. Donc, maintenant, ils sont concurrencés par Netflix. Moi, ce que je voulais justement demander, c'est est-ce que c'est le début de la consolidation, mais justement, le d'une principe- inévitable... Le principe La est question très- à se poser, Aman. Oui, mais un marché qui est trop concurrentiel a tendance à se consolider. Et donc, c'est le meilleur choix stratégique. Mais on a dit possible. que c'était un Mais c'est smart ce move, qu'on voulait, personne c'est ce n'a- qu'on voulait personne, oui. justement dire. On disait On a que dit que c'était un cette smart move. consolidation Je n'ai pas aimé, c'est votre affaire améliore la de socialiste, là, où vous dites compétitivité qu'ils ont du tout pris. secteur. Oui, ils ont tout pris, Mais Qu'est-ce tu- que la consolidation tu voulais- améliore mais tu- la mais- compétitivité Ils ont riposté, du ils ont secteur? pris. C'est ça, en fait, qu'on voulait dire par là. Mais On voulait te poser la question. Pourquoi vous êtes triste qu'il ait pris? Non, on n'est pas triste. Jaloux, là. Tu n'as pas écouté mes propos. Au début de propos, j'ai dit que c'est un smart move. Ah, c'est un pas quoi? Smart move. Eh. Bon, tu as gagné. Non, mais je vois pour rester je suis là. En fait, c'est la même chose à faire. C'est la même chose à faire Oui. pour ne pas dupliquer la production, pour ne pas dupliquer les Tout à équipes, fait. pour être plus compétitif. Parce que le niveau de compétition du streaming actuellement est très élevé. très élevé. Donc, DSTV, ils sont concurrencés par Paramount Plus, ils sont concurrencés par Disney Plus, ils sont concurrencés par HBO Plus, etc. Ils sont concurrencés par Apple TV, ils sont Apple concurrencés par TV, Netflix. etc., tout ça. Et donc, du coup, Prime. à partir de cet instant, il vaut mieux consolider. Par exemple, j'étais très heureux la dernière fois de voir sur les chaînes Super Sport le championnat de France qui était diffusé. Avant que ça allait se passer, pour pouvoir diffuser le championnat de France, eh bien, C'est complexe. DSTV et non, MultiChoice étaient obligés d'acquérir les droits. Mais ils se sont consolidés, ils à fait. achètent un seul droit, C'est ça. ils leur bénéficient. Et ça améliore la On appelle compétitivité ça- du secteur. On appelle ça l'économie d'échelle. Donc, C'est une très un bonne smart chose. move, comme l'a dit Tanela. Ah, super, hein, On a eu Tani, chaud là, tu aussi, vois, hein. voilà, il plein de décorer, là. Effectivement, en tout cas, cette consolidation... Rookies, et puis on dit que vous Non. consommez l'électricité et les factures augmentent et vous dites qu'on a augmenté les prix. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est quelle histoire de... Non, mais honnêtement, c'est une très bonne chose de voir les entreprises qui réussissent à consolider les marchés et améliorent la compétitivité dans leur secteur. C'est vrai que voilà, ils auront moins besoin d'innover pour nous. Mais Netflix, Paramount, par exemple, il y a une consolidation entre Netflix et Canal Plus déjà. Et donc, désormais, ça va être une consolidation entre Netflix et Canal plus MultiChoice. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Netflix parce que c'est la seule façon pour eux, par exemple, de gagner 400 millions d'abonnés. Qui ici s'abonne, ben, Netflix va passer de... C'est le traction qui pratiquement compte à la doubler, fin de la journée, oui. va Le doubler, nombre donc, d'abonnés du qui coup, compte. ses abonnés. Ouais, c'est ça Donc, qu'ils on vendent. cherche la meilleure façon, donc, du coup, de s'en sortir. Car, comme le dit un proverbe africain, lorsque vous êtes dehors et qu'il fait froid, accroche-toi à la personne la plus grosse. La plus grosse. Oui. C'est une grossophobie, ça. Top Business News numéro 3, on va parler justement de plusieurs pays africains, une dizaine d'ailleurs, qui se réunissent pour créer le corridor commercial africain. Il s'agit du lancement de l'African Digital Trade Corridor. Tanela, une dizaine de pays d'ailleurs, et c'est un projet historique qui vise à faire beaucoup de choses comme harmoniser les paiements digitaux. Est-ce que tu as des insights clairs par rapport à cela? Alors oui, ces 10 pays africains sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Rwanda, Kenya, Maroc, Togo, Zambie, Tunisie, enfin bref, j'en On passe. a même eu d'ailleurs l'île Maurice en septembre, Ouais, etc. oui, exactement. Et malgré, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré un continent qui de 1,4 milliard d'habitants et riche en ressources, l'Afrique contribue aujourd'hui à moins de 5%, à moins de 3%, pardon, du commerce mondial. Donc, avec l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange continentale, l'objectif est d'augmenter le commerce interafricain, actuellement estimé à 16%, vers un niveau comparable à celui de l'Asie ou de l'Union européenne, par exemple. Oh. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les corridors existants, donc routes, ports, chemins de fer, etc., étaient historiquement conçus pour... exporter les ressources vers l'extérieur plutôt que d'assurer en fait l'intégration régionale. Et résultat des courses, c'est que le coût du commerce
est très élevé. On a jusqu'à 283% de la valeur des biens selon la Banque mondiale et des lourdeurs logistiques, des inefficacités aux frontières. Et donc, ce que propose donc la refonte des corridors, c'est vraiment transformer les corridors en écosystème intégré, combiner à la fois un transport multimodal, donc route, air, mer, rail, etc., des zones industrielles, des plateformes logistiques, des hubs numériques, des infrastructures vertes, enfin vraiment aller sur une meilleure efficacité, en tout cas du corridor, et ce qui pourrait générer des millions de dollars de PIB supplémentaires et créer des dizaines de milliers d'emplois dans le transport, la logistique, l'agro-industrie, etc. Excuse-moi justement, est-ce que ça se cantonne pas apparemment au pays de la CEMAC, au pays de la CEDEAO? Quand j'écoute justement les pays qui sont cités ici, ce qu'on recherche en général dans les sous-régions, c'est d'avoir le libre-échange, le libre trafic, qu'on ne retrouve pas facilement, par exemple, dans les pays de la CEMAC, mais on retrouve facilement cela dans les pays de la CEDEAO. Mais si aujourd'hui les pays d'Afrique de l'Est, de l'Ouest et centrale se rejoignent pour créer un corridor, je crois que c'est une très très bonne chose pour le commerce, pour les entreprises, pour le business. Est-ce qu'il s'agit bien de cela en fait? Absolument. Alors, Herman, est-ce donc le début Comment il fait Herman, est-ce que c'est donc le début d'un véritable marché digital continental? Je ne sais pas pourquoi est-ce que je crois très peu à des projets comme ça. Pourquoi? Tu vois, c'est comme l'intégration régionale ou sous-régionale, etc. Et d'ailleurs, il y a une filière dans mon école de diplomatie qui s'appelle intégration sous-régionale. Très bien. Et donc, du coup, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'on en parle. Ceux qui ont tenté de le faire à petits coups, c'est-à-dire qu'au niveau de, on va dire, de l'UMOA, au niveau de la CEDEAO, donc ça a été plus facile. La CEDEAO, ça s'est déconfituré là. Tu vois? Et là, tu as plusieurs projets comme ça que les gens lancent, etc. Mais tu sais, il n'y a même pas de stabilité gouvernementale. L'État n'est même pas solide. Les frontières, tout ça, la sécurité politique, économique. Moi, je ne crois pas trop. Mais peut-être ça peut avancer tout doucement. Oui, il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Alors, si c'est limité à 10 pays, peut-être que c'est les pays les plus enclins à pouvoir, donc du coup, j'ai pu entendre la liste, des pays assez respectables et respectés quand même. D'accord? Et donc, du coup, là, j'y crois un peu. J'y crois un peu, mais le défi avec les États africains, c'est qu'ils n'aiment pas laisser un pan de leur souveraineté pour pouvoir construire des grands ensembles régionaux et continentaux qui créent la fluidité. Par exemple, le roaming, tu vois, c'est une absurdité. Tu as une puce, tu pars de la Côte d'Ivoire au Ghana, et puis tu ne peux pas bénéficier d'un roaming free. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, et même parfois, tu arrives au Togo, tu veux appeler les gens. Ça passe pas. Après, ça passe peut-être les premiers jours, après voilà, quelques semaines, ça passe plus. Voilà, tu vois, donc, c'est des choses basiques que les Européens, les gens ont réglé depuis longtemps. Et bien, nous, on est là à vouloir faire des gros projets, des trucs bizarres qui font que... C'est des choses basiques. Donc, on n'a pas réussi pour le roaming. Je ne sais pas comment on fait pour les paiements. Sachant que tu vas avoir de l'argent de l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest, c'est toute une histoire. C'est comme si on doit laisser l'argent là-bas. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec justement la BCAO, la plateforme interopérabilité, là, ça va améliorer les choses? Oui, mais c'est l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas la CEMAC, il n'y a pas... Mais si ça fonctionne en Afrique de l'Ouest, peut-être qu'ils pourront joindre avec les autres pays. Je dis que les petits ensembles régionaux fonctionnent mieux. L'UMOA fonctionne plus ou moins bien. Les gars de AES, là, ils ont dit qu'ils sont sortis de la CEDEAO, mais ils ne sont pas sortis de... Toi, tu dis que tu es sorti de pays, tu es dans une ville. Tu profites encore des bénéfices de cette zone. Non, il y a des choses comme ça. Et des échanges de cette zone. Je suis sorti d'un pays, mais tu es dans une ville du pays. Toi, tu es sorti de la CEDEAO, mais tu es dans l'UMOA. Donc, mais c'est ça, plus c'est petit, moins ça fonctionne. Donc, les trucs qu'on se lève, on dit on va faire des trucs qu'on a des corridors, et qu'on appelle la Dakar, le Cap. Ils ont des choses comme ça depuis longtemps. Ils ne sont même pas, ils ne sont pas sur le point de démarrer. Tu vois, donc, parce qu'en fait, ils ont trop d'intérêt. C'est l'argent, en général, pardonne-moi de pécher, c'est l'argent qui les intéresse. Et le fait de multiplier les réunions et de prendre des pédiums. Les conférences, les panels, les symposiums, les comités de réflexion. Après, les pays qu'on a cités sont... Il y a quand même des pays intéressants. Il y a quand même le Kenya, il y a quand même... Je suis très optimiste, mais sur ces sujets-là, je ne suis pas... On a parlé d'éco, monnaie, Afrique... Ouais, éco, ouais. Ah, c'est vrai, on n'en parle plus. Hein. Tantôt, on change les délais, on dit c'est plutôt en telle année, et puis finalement... Bon, d'ici 2100, on verra si ça s'est mis en place. Du coup. OK. Je ne suis pas sceptique, j'essaie d'être cynique et pragmatique.
Très clair. On va donc justement au top trend du jour où on parle de l'exode massif des talents tech en 2025 et qui va sûrement exploser d'ici 2026. Selon le dernier rapport de Africano Filter et Google Africa, plus d'un jeune talent sur 2 envisage de quitter le continent d'ici 2026, fin 2026. Et on parle là des talents tech en particulier. Alors, Herman, les dirigeants africains ont-ils sous-estimé l'importance du talent management? Parce que si on constate que beaucoup de talents tech s'en vont et veulent partir, est-ce que c'est un défi de talent management? Non, il y a un proverbe africain qui dit que quand on est dans une savane, tous les animaux se dirigent vers la rivière. Là où il y a de l'eau. Oui. Donc, du coup... Qui est l'eau, qui est la rivière, qui est la savane? La savane, c'est... L'analogie la forêt. est vite faite. C'est très simple. Quand tu entres dans la forêt, on ne te voit pas. On ne te voit pas à plus de 10 mètres. Quand tu entres dans la savane, on peut te voir à plus de 10 mètres. C'est la différence. Oui. Tu vois. Donc, la savane, il y a un peu de savane. Il n'y a pas de savane à Douala, tu vois. Parce que c'est la brousse, c'est la forêt. Autour de Douala, des trucs comme ça. Vers Limbe, là-bas, il n'y a pas la savane. En revanche, plus tu vas vers le nord, plus tu conserves la savane. C'est bon? C'est bon? Donc, il faut être dans la savane pour Non, qu'on voit, on te voit. non. Moi, je veux l'analogie, c'est J'essaie tout. d'expliquer. Si tu n'as pas compris, Il faut expliquer. et que je n'ai pas bien expliqué. Moi, je comprends. Il faut l'entendre expliquer avant Si de tu comprendre. as compris, c'est que je n'étais pas bien expliqué. C'est ça. Dans cela étant dit, je dis que dans une savane, donc, du coup, tous les animaux se dirigent vers la rivière, le point d'eau. Donc, le meilleur endroit où un talent peut se sentir dans l'eau, ce n'est pas un endroit où on n'a pas la connexion Internet. Ouais, depuis longtemps, on est là, la connexion ne marche pas. Donc, c'est un fait. Donc, comment tu voudras faire de la robotique dans des contextes comme ça? Comment tu voudrais... C'est clair, hein? Donc, tu vois ce que je dis un petit peu. Donc, à partir de cet instant, comme je dis, comme dit un proverbe africain, dans une savane, tous les animaux se dirigent vers le point d'eau. Donc, il y a un endroit où je vais me sentir comme un poisson dans l'eau. C'est à cet endroit que j'irai. On va pas... toi, tu vis au Cameroun? Non. Donc, tu vas là-haut, tu te sens bien. Bien. Voilà. Donc, chacun vit là-haut, il se sent bien. N'est-ce pas? Donc, du coup, on ne peut pas reprocher à un talent de sortir. Partir. Maintenant, de toutes les manières, ils partent, ça arrange les gens. Il faut plus de place ou quoi? Non, ça les arrange parce qu'en fait, il n'y aura pas de la transformation. On va rester conservateur. On va stagner, voilà. On va stagner. Bon, donc, à-dessus du de coup, crabe, il n'y aura quoi. pas de nouvelles idées, il n'y aura pas de l'innovation. Ça les arrange. On Donc, a du de coup, crabe. il n'y a pas de défi majeur par rapport à ça. Le jour où l'Afrique aura besoin des talents, un petit peu comme on a eu des retours des talents dans la banque, dans les assurances, les gens sont revenus. Dans la tech, on aura aussi des retours On aura ce des retour, talents. mais pour l'instant, comme le dit un proverbe africain, dans une Tant qu'arriver à savane, tous les maturation. animaux se dirigent vers là où il y a le point d'eau, c'est-à-dire la rivière. Donc, du coup, tout le monde va là où elle va être. On ne peut pas reprocher aux gens d'aller là où elle va être. Même moi, j'aime bien mon pays, j'aime bien être ici, etc. Ça ne me dérange pas. Mais je ne vis pas dans mon pays. Voilà. Je vis là où je me sens bien. Deuxième question, Herman. Oui. Quelles sont les actions immédiates que l'entreprise doit mettre en place pour retenir ces profils? Non, en fait, le principe est très simple. Tu connais l'histoire du Canada, là. Donc, Affaire Canada, moi j'ai expliqué la dernière fois à une personne que on remarque que... En fait, pour te couper, ça me fait penser à la devise du Cameroun, tu vois. Les gars, ils ont dit, la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Et du coup, ils ont dit maintenant, c'est paix, travail, partir. Bon, d'accord, très bien. Voilà, donc je disais que l'histoire du Canada, Oui, c'est une histoire de 2 offres employeurs en concurrence. oui. Maintenant, les chiffres montrent que c'est moins de 10% des membres du CODI qui partent au Canada. Donc, et en essayant d'approfondir un peu, on se rend compte d'une chose, et que la plupart des gens qui partent sont des gens qui sont soit des assistants ou des middle managers. Les dirigeants ne partent pas. Voilà, les managers de façon générale. Les senior managers, c'est à peine 40% des senior managers qui partent. Et les top managers, c'est moins de 10% qui partent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui vont au Canada, ils le savent très bien. Quand tu pars en tant qu'assistant ou bien tu pars en tant que manager, quand tu vas vouloir postuler à un poste de senior manager, tu vas toucher un plafond de verre. Ils le savent très bien. Oui. Donc, ensuite, les gens ne cherchent pas des postes de dirigeants dans les pays là-bas. Ils cherchent des gens qui vont occuper les postes en bas. Et ceux qui sont partis depuis banquement, vous allez remarquer, il y a le retour du Canada. Le retour du Canada, c'est en général quelqu'un qui part en tant que manager ou en tant que senior manager et n'arrive pas à devenir top manager là-bas. Oui. Et dès qu'il a une opportunité de top Top management ici, il revient. Très bien. D'ailleurs, j'ai conseillé ça à une sœur récemment qui a fait 10 ans dans la tech et elle n'arrive pas à avoir des postes de senior, de CTO. Et là, elle recherche en Afrique. Magnifique. Il faut le dire que j'ai du boulot pour elle.
Donc, et je suis sérieux en plus. Et donc, du coup, il faut demander, c'est quoi l'offre employeur? Je vais essayer d'approfondir pour qu'on puisse voir de quoi il est éventuellement question ici. Le principe de base, c'est que les gens vont faire ce qui va les arranger. Parce qu'on se comprend un peu. Donc, je donne un exemple simple. Si tu demandes aux gens pourquoi est-ce que vous allez au Canada, ce n'est pas seulement pour le salaire. Ils diront on va offrir un meilleur niveau de vie à nos enfants. Qualité de vie. Qualité de vie. Mais il se trouve que ceux qui sont top managers et qui gagnent un certain niveau de salaire, ils offrent déjà. Ils réussissent à avoir cette qualité de vie étant en Afrique. Ils sont dans les meilleures écoles. Parce qu'ils ont la... Les meilleures polycliniques du pays sont là-bas. Ouais. Oui. Les meilleures écoles franco-françaises d'enseignement international, Ils vont dans les meilleures international. voitures. C'est Donc, ça. Voilà, ils vont Les 4 qui ne te font pas ressentir la route qui est cassée. ils ont même plus de cash que les senior managers qui sont de l'autre côté. Oui. Donc, à partir de cet instant, l'offre Canada ne les intéresse pas. Mais ceux que ça intéresse, c'est les gens qui ont besoin de mettre les enfants dans une école qu'ils n'ont jamais vue. Mais eux, comment faire pour les retenir? Qui? Ces gens, justement, qui n'ont pas la possibilité de mettre les enfants dans les grandes écoles, qui n'ont pas la 4x4, qui ne ressentent pas la route cassée, comment tu fais pour les retenir? Là, il y a deux choses. La première des choses, c'est que les entreprises ont de tout temps sous-estimé combien vaut un collaborateur. OK. Non, moi, j'ai une idiotie que j'ai appliquée à HNC, tu sais ça, c'est que j'augmente les salaires des gens qui ne demandent l'augmentation de salaire. Et c'est assez idiot, je le sais, c'est assez stupide. Mais hier, par hasard, j'étais en train de lire le livre No Rules de Netflix, et ils ont expliqué pourquoi il faut augmenter le salaire d'un collaborateur avant que le collaborateur demande un salaire. Donc, si on sait très bien que c'est le fait d'être dans de belles écoles qui fait que les top managers, ou de pouvoir offrir des meilleurs soins de santé à leurs enfants, qui fait que les top managers ne vont pas au Canada. Si on veut retenir les senior managers et les managers et les assistants, ben, il va falloir au moins commencer par offrir aux senior managers ou bien aux managers les meilleures conditions possibles pour leur niveau, mais pas 500 000 francs de salaire. Lorsqu'on m'offre 500 000 francs de salaire, on me propose là-bas 3 500, je vois tout de suite la différence. Ou alors 500 000 avec des avantages. Oui, mais, école, tout ça. Ah non, pas du tout, ça peut pas le faire. Un manager ne peut pas gagner 500 000 sans sortir au Cameroun. Un manager ne peut pas gagner 700 000 et sans sortir à Abidjan. Un manager ne peut pas gagner 1 million et s'en sortir au Sénégal avec des enfants. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, si tu payes aux gens moins de 1 million et on leur propose, si il est dans la tech, il est un talent tech, on lui propose 90 000 euros de salaire annuel. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a les boulots en remote pour les techs qui peuvent rester là. On lui propose avoir 3 000 étant à distance. Mais 120 000 euros de salaire annuel. Quand est-ce que tu vas matcher ça? Tu ne pourras pas. C'est à peu près le salaire d'un DG. Donc, du coup, si tu ne penses pas payer au moins le salaire d'un directeur commercial, d'un DSI en Afrique, parce qu'il y a des jeunes, on leur dit, écoute, on va te payer un salaire d'un DSI, 3,5 millions. Il dit, OK, si c'est ça, je préfère rester ici que d'aller dans les pays des blancs, entre guillemets. C'est pas de la... En Occident, en tout cas. Non, c'est pas de la xénophobie. C'est une façon de parler. Donc, du coup, à partir de ça, les entreprises ne savent pas ce que valent les gens. On dit souvent, la valeur de ton collaborateur, ce n'est pas le salaire que tu lui payes. La valeur de ton collaborateur, c'est le montant que ton concurrent est prêt à payer pour le débaucher. Donc, si on débauche-le avant qu'on le débauche. Absolument. Donc, si tu sous-estimes la valeur des gens qui sont autour de toi, ils vont pas rester avec toi, ils vont partir. C'est pas du tout compliqué. Donc, premièrement, on ne peut pas empêcher les animaux de se diriger vers la rivière dans une savane. Donc, les gens vont aller là où ils se sentent mieux. 2, c'est une question de compétitivité de notre offre employeur. Nous devons savoir qui nous perdons actuellement et qui nous ne perdons pas. Et pourquoi nous ne perdons pas ceux que nous ne perdons pas? Quelles sont les conditions qu'on doit créer pour retenir, messieurs et madame, tout le monde? De toutes les manières, on n'a ni l'ambition digitale, ni l'ambition technologique pour les retenir. Parce qu'une chose est dit, on va retenir surtout les talents tech. On va les retenir, mais il n'y a pas de la place pour eux. C'est ça. Combien d'entreprises ont décidé d'avoir une vraie politique de digitalisation, de transformation digitale, de transformation IA, d'automatisation des process? Combien d'entreprises l'envisagent? Et même quand ils l'envisagent, tu vas créer les outils. Moi, je connais quelqu'un qui est rentré des États-Unis pour rentrer dans une grande banque. Il a créé tous les outils, mais les gens ne l'utilisent pas. Le taux d'utilisation est de 18%. Et il est déprimé. Mais heureusement, on lui paye un niveau de salaire qui fait qu'il ne fait pas partie. Non, mais c'est ça, en fait. Oh, waouh, incroyable. C'est hyper intéressant. C'est un sujet hyper intéressant. Comme on parlait dès les premiers épisodes de la Team Agile, justement, de talent, de la guerre des talents. Et ça me fait justement repenser un peu à tous ces sujets-là. Et on vous invite d'ailleurs à regarder cet épisode si vous n'avez pas regardé. Il s'agit de la guerre des talents. Et on parle justement de l'IA. Et voilà, pour introduire le sujet sur l'IA, on va aller directement, Daniela, au Hot Topic avec notre invité du jour, Berkis Dadier, CEO de HNC Digital Training. Je l'ai
présenté au début de l'émission, mais je lui dis encore bienvenue, Berkis. Merci Dominique. Ça va bien? Puis grâce. Alors, tu es dans le bain de la Team Magie déjà? Tout à fait. Tu avais l'habitude de regarder les épisodes et puis tu sais qu'ici, c'est corporate and fun, n'est-ce pas? Exactement. Ici, on parle des sujets sérieux sans trop se prendre au sérieux. Donc, on va parler de l'entreprise augmentée IA. Alors, on va parler du mindset, de l'automatisation et de l'excellence opérationnelle. Alors, Berkis, ma première question pour toi. Qu'est-ce qui freine réellement les entreprises africaines dans l'adoption stratégique par l'IA? Il y a plusieurs facteurs. Je pense que c'est une question de facteurs. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Et je vais peut-être mettre 3 facteurs sur la table. Le premier facteur qui semble pour moi, je pense que c'est à la fin de la journée, que ce soit l'IA ou toute nouvelle technologie. Là, on parle de l'IA, mais peu importe la technologie, je pense qu'il y a une question de prise de conscience de l'enjeu du moment. Je pense que lorsqu'on ne prend pas conscience, on ne peut pas évaluer à quel point la profondeur d'une technologie ou la profondeur d'une ressource qui est disponible. Et je pense que pour beaucoup de personnes, de dirigeants, de professionnels et d'entreprises surtout, parce que à la tête de ces entreprises, ce sont des personnes. Je pense surtout qu'il y a un élément très important qui n'ont pas encore capté l'enjeu qui se joue actuellement. Si je te pose par exemple la question, quels sont les 2 pays actuellement ou le top 3 des pays qui investissent dans l'IA, qu'est-ce que tu... Tout ce que je sais, c'est qu'on a déjà parlé dans l'épisode, dans la Team Agile, effectivement, et j'ai participé à des séminaires, on va dire ça comme ça, qui parlaient, avec l'UNESCO, qui parlaient des pays qui essayent de mettre en place des politiques publiques de régulation de l'intelligence artificielle. D'accord. Maintenant, je n'ai pas un top 3 de pays, voilà. Là, je parle au niveau mondial. Si on regarde le niveau mondial, il y a en général 2 pays qui se démarquent. Il y a les États-Unis et puis il y a la Chine. OK. Voilà. Et c'est vrai qu'on nous a vendu tout au début, voilà, que l'IA vient pour notre simplification du quotidien à tous. Mais il y a des enjeux plus profonds que ça. Okay. Et lorsqu'on voit des pays comme la Chine, lorsqu'on voit des pays comme les États-Unis se placer et puis pour se battre, ils se battent pour plusieurs choses. Ils se battent pour une question de suprématie. Que ce soit la suprématie militaire, la suprématie technologique, la suprématie économique. Et lorsqu'ils font des guerres, ou lorsqu'ils se battent ainsi, voilà, avec Donald Trump, là on parle un peu géopolitique, mais oui, en fait, justement. Avec Donald Trump qui vient avec des nouvelles taxes, etc. Mais on voit que la partie visible de l'iceberg, mais sauf qu'il y a des enjeux plus profonds que ça. D'ailleurs, pour moi, c'est la nouvelle guerre mondiale, ça, en fait, la guerre des données, la guerre de l'IA, en fait. Tout à fait. Et lorsque ces nations se battent, c'est pas pour gagner, c'est pas une guerre qu'ils cherchent à gagner tout de suite. C'est une guerre sur les 20, 50 prochaines années. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, il y a un parcours à faire ici. Et la plupart du temps, on ne se rend pas compte que le plus rapidement on commence ce parcours, le plus rapidement on arrive à en tirer les bénéfices. C'est vrai que là, on espère que les choses nous soient données. Je parle ici des entreprises africaines. Un peu comme les Émirats arabes unis qui investissent le fonds de millions de dollars pour pouvoir investir dans l'IA en Afrique. Tout à fait. Donc, il y a cette conscience-là, la conscience qu'il y a un enjeu plus important que les outils tels que ChatGPT, qu'il y a des enjeux plus profonds que ça. Oui. Donc, je pense que nos dirigeants et ceux qui sont à la tête de nos différentes entreprises, pour la plupart, ils n'ont pas encore capté ça. Pour la plupart, on est encore dans l'utilisation simpliste des outils, des deepfakes, des choses comme ça, des vidéos, des photos génératives. Voilà, sans toutefois savoir qu'il y a des enjeux plus profonds que ça. Je pense que c'est la question la plus importante à résoudre. Lorsqu'on comprend qu'il y a des enjeux plus profonds que ça, et lorsqu'on comprend qu'il y a des nations et des entreprises qui arrivent à faire des merveilles avec ça, là, on se tourne vers la question de, OK, comment est-ce qu'on y arrive? Mais la plupart du temps, on ne se pose pas la question comment est-ce qu'on y arrive, parce qu'on n'a pas encore capté les enjeux plus importants concernant l'IA. Super. Avec toi, on a envie de parler d'excellence opérationnelle et d'automatisation. Parce que l'IA permet d'automatiser beaucoup de tâches, beaucoup de travail et accélère facilement les process opérationnels. Alors aujourd'hui, pour une entreprise en Afrique, vu qu'on est dans le contexte africain, comment est-ce qu'ils peuvent justement commencer à intégrer l'IA pour pouvoir tirer avantage de l'IA? C'est vrai qu'on a parlé de géopolitique, de tout ce terrain-là, qui montre qu'on doit comprendre, on doit aller plus haut que ça.
Mais étant donné que nous sommes sur cette plateforme et que nous avons des dirigeants qui nous suivent, comment leur faire comprendre aujourd'hui qu'ils doivent intégrer l'IA et comment est-ce qu'ils doivent l'intégrer? Par quoi commencer? OK, 3 choses déjà. La première chose ici, c'est que peu importe la taille, on a l'opportunité, aujourd'hui, il y a une opportunité historique qui se présente à toutes les entreprises, surtout nous, les entreprises africaines. C'est-à-dire, on se posait la question avant comment rattraper tel nombre d'écarts par rapport à ce qui était déjà fait ailleurs. Tout à fait. Mais il y a une opportunité historique ici avec l'IA qui sert de levier pour pouvoir rattraper ces points-là. Maintenant, peu importe la taille, on peut y arriver. Maintenant, il y a des éléments simples et assez fondamentaux ici, fondamentaux ici qu'il faut comprendre. À la base de la donnée, à la fin de la journée, il faut qu'on se rappelle c'est quoi une entreprise ou qu'est-ce qu'on essaie de faire. Oui. À la base, on sait très bien qu'une entreprise, c'est un groupe de personnes qui se réunissent avec des compétences, avec des talents précis, dans le but d'accomplir des tâches précises, créer une certaine valeur précise et être récompensé pour cette valeur-là. Donc, si à la fin de la journée, quelle que soit la taille, on est dans ce système-là. Oui. Donc, ça veut dire on a des talents, on a des compétences, et ensuite, on a des tâches que l'on accomplit. Donc, à la fin de la journée, OK, quelles sont les tâches que nous accomplissions? Quels sont les processus que nous avons en place? Et comment est-ce que l'IA nous aide par rapport à ces tâches-là? Et ça n'a rien à voir avec la taille. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le nombre. Voilà, ça n'a rien à voir avec la taille, ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Ça a tout à voir avec les tâches que nous avons, les routines que nous avons. Même une entreprise individuelle, même si c'est une personne. Absolument. Voilà. Ça a tout à voir avec les tâches et les routines que nous avons. Maintenant, si tu me demandes en termes d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence pour intégrer l'IA? OK. En général, pour faire simple, si on reste sur le principe que ce sont des tâches et des routines et des projets que nous avons la plupart du temps, donc, en général, il y a une matrice qui s'appelle la matrice SCRA. OK, donc, SCRA. S qui signifie stratégique, le C qui signifie créatif, et puis le R qui signifie répétitif, et puis le A qui signifie administratif. Okay. C'est-à-dire, la plupart des tâches que nous accomplissons, elles sont dans l'un de ces cadres-là. Soit ce sont des tâches stratégiques, soit ce sont des tâches créatives, soit ce sont des tâches répétitives, soit ce sont des tâches administratives. Okay. Donc, à la fin de la journée, si je suis une entreprise lambda, voilà, peu importe la taille, peu importe le volume de ce qu'on fait, ce que nous faisons au quotidien, c'est produire de la valeur en suivant ce schéma-là. Donc, en général, pour faire simple, s'il y a des tâches stratégiques, le but déjà, si on veut débuter dans l'implémentation et dans l'automatisation avec les au quotidien, c'est déjà laisser ces tâches stratégiques-là. Les tâches stratégiques ici, tu vois, c'est la vision d'entreprise. C'est ce genre ça n'a pas besoin d'être automatisé. Voilà, de partenariats stratégiques, voilà, des deals hautement stratégiques que l'on fait. Le but, c'est de laisser ça. Maintenant, lorsqu'on va sur les tâches créatives, c'est-à-dire ce sont des tâches qui parfois demandent un certain flair, intuition, un feeling, un flair. Voilà. Par exemple, on a le goût même d'ailleurs, la beauté. Voilà. Il y a des gens, par exemple, ils font des offres commerciales, par exemple, ils envoient des commerciaux sur les terrains, et puis ces commerciaux vont chercher des profils, des prospects, et puis ils reviennent, il faut faire des propositions, créer des propositions commerciales. Et puis ils sont les seuls à le faire, parce qu'il y a un certain génie qui les met là-dedans. Donc ça, ce sont des trucs créatifs. Donc là, pour ce qui est des créatifs, on peut bien sûr collaborer avec l'IA pour pouvoir délivrer ça. Okay. Maintenant, il y a des tâches répétitives. Et c'est là où le vrai jeu commence. Parce que toute tâche répétitive qui peut être scriptée, qui peut être documentée, qui est fait répétitivement, systématisée, automatisée. Avec certaines méthodes, une certaine approche. Voilà. C'est là où le game commence à se jouer. Donc, lorsqu'on voit des entreprises comme Amazon, lorsqu'on voit des entreprises comme Meta, IBM, etc., c'est là, lorsqu'ils annoncent, par exemple, ou Nestlé annonce qu'ils vont se séparer des gens, c'est exactement sur ces tâches-là. En gros, c'est comme des tâches qu'on peut facilement déléguer. Elles sont faciles à reléguer à l'IA. Tout à fait. Elles sont scriptées. Elles sont scriptables. C'est-à-dire, on sait les process par lesquels on passe. Oui. On sait exactement la quantité d'actions qu'il faut faire, le rythme qu'il faut avoir. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu fais des tâches, c'est un peu comme un robot qui s'ignore. Tout à fait. Donc, et puis, voilà. Et puis, sauf que, voilà, parfois, toi, tu es fatigué. Oui. Sauf que le robot se fatigue pas. Et c'est ça l'IA. Et parfois, tu as des humeurs. Parfois, il bug, non? Voilà. Parfois, moi, je fais des requêtes à ChatGPT et puis, bon, tu sens qu'il est fatigué, quoi. Non, mais à la fin de la journée... Après, ça met loading. Et réessaye encore. Mais à la fin de l'année, si on fait le point, si on regarde les chiffres, c'est vrai que on parle beaucoup de chiffres ici. Bien sûr. À la fin de la journée, on parle ici de retour sur effort investi, retour sur investissement. Donc, lorsqu'on regarde ça, on est très confiant par rapport au fait que, écoute, même s'il va nous lâcher une fois ou deux fois par trimestre ou par année... Même si c'est un jour par semaine, vaut mieux, ça va, quoi. Bon, il y a des gens qui demandent à ChatGPT
de leur dire qu'est-ce qu'on peut préparer la cuisine aujourd'hui, qu'ils veulent faire les ongles, quelles sont les options, etc. Donc tu vois qu'ils ont telle manifestation, c'est quelle maladie ils ont. Mais nous là, on donne des données, on donne des centaines de pages de données à l'IA, on leur dit de les challenger, de les travailler, etc. Quand tu contrôles, tu as la main à la tête. Bon, bref, c'était une boutade. Exactement. Donc, comme j'ai dit, il y a une stratégie de Dominique. Man, franchement, tu n'es pas gentil, toi. Vas-y. Non, est-ce que... Bon, comme toi, tu es spécialiste IA, est-ce qu'ils ont prévu de Doliprane? Non, mais... Ils ont prévu En fait, Doliprane pour l'IA. Parce que parfois, moi, j'ai l'impression qu'il a mal à la tête et il se met à raconter des conneries. Donc, moi, j'en sais rien. Non, mais j'aimerais bien creuser le mal à la tête de l'IA. Parce que parfois, c'est plus la méthode que l'IA le défi. Justement. Et c'est pour ça que la façon dont on se prend pour par exemple, pour écrire, pour faire des prompts. Non, je lui demande trop de choses et il bug. Et il a mal à la tête. Il dit, est-ce qu'il a mal à la tête? C'est comme tu as un ingénieur, tu lui as pas dit, il dit, mon boss, je peux avoir une minute, il peut aller fumer une clope. Donc, est-ce qu'ils ont prévu, par exemple, de prendre pour l'IA des clopes? Du moins, pas encore. Sinon, des trucs à pas limiter. Peut-être limiter le nombre de requêtes. C'est ça, comme il voit qu'il a mal à la tête. Oh non. Il faut le laisser respirer un peu. C'est ça que je te dis. Je t'ai dit justement, moi je suis rapide et je vais aller vite. Et le gars il a mal à la tête. Mais tu vas aller plus vite que la machine. Et il a mal à la tête, donc il faut voir avec Sanofi ou bien je sais pas si c'est quelle société qui va prévoir Doliprane pour l'IA. Bref, soyons plus sérieux. Alors, d'acquis justement, l'automatisation. Tout à fait. Donc, comme j'ai dit, stratégie, créatif, et puis administratif, et puis répétitif. Donc, le vrai jus, parce qu'à la fin de la journée, l'IA joue 4 rôles. Il y a 4 rôles importants qu'il peut jouer pour nous, en tant que personne et en tant qu'organisation. Il peut jouer un rôle d'amplificateur, c'est-à-dire il peut jouer un rôle de simplificateur, un rôle de facilitateur et un rôle d'accélérateur. Amplificateur, accélérateur. En tout cas. Amplificateur, accélérateur, simplificateur et facilitateur. À la fin de la journée, voilà, lorsqu'on regarde tout ce qui est répétitif et administratif pour nous, la question se poser qu'est-ce qu'on veut amplifier. Donc, si par exemple, je vais prendre un exemple, parce que tout à l'heure, j'avais 2 cas sur la table. Par exemple, il y a une entreprise qui a totalement, c'est-à-dire qui a créé un chatbot afin de gérer tout ce qui est... Les discussions avec les clients. Voilà, tout ce qui est discussion avec les clients, surtout son centre d'appel, puisque d'habitude, c'était des humains. Des personnes. Voilà, des personnes. Donc, ils ont créé un chatbot qui arrivait à avoir une voix assez conviviale et puis qui pouvait discuter... Assez humaine. Voilà, assez humaine. Discuter directement par voix ou par texte. Donc, voilà. Sauf que lorsqu'ils ont fait ça, juste quelques mois après, ils ont eu un taux de satisfaction client qui a plutôt baissé. Oh. Non, et de l'autre côté, on a une autre entreprise qui, au lieu d'utiliser l'IA de cette façon, a plutôt utilisé l'IA pour aider ses commerciaux à trouver des prospects. Oh, ça c'est très bien. Donc, ils n'ont pas supprimé, ils ont juste utilisé ça comme valeur ajoutée. Tout à fait. Donc, sauf que la différence ici, c'est comment est-ce que stratégiquement on utilise la chose. Parce qu'encore une fois, soit il amplifie quelque chose, soit il facilite quelque chose, soit il accélère quelque chose. Donc, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on veut faciliter, qu'est-ce qu'on veut accélérer, qu'est-ce qu'on veut amplifier et qu'est-ce qu'on veut simplifier. Et lorsqu'on prend tout ce qui est répétitif, créatif et bien sûr administratif, il y a des choses à accélérer là, il y a des choses à simplifier là, et bien sûr, il y a des choses à faciliter à ce niveau. Ça, c'est une masterclass, Béatrice. Franchement, je suis... Vraiment. Encore demandé des choses, Je vous ai promis, ça sera lourd. Voilà, c'est ça justement que Béatrice est en train de nous servir. Bon, si c'est lourd là, est-ce que toi, tu peux porter ça? Oh, man, arrête. Il a pété. Alors, Béatrice, dis bon, quel est la chose que l'IA a déjà fait qui t'a le plus choqué? Qui m'a le plus surprise? Le plus choqué. Comme tout le monde, je pense que lorsque ChatGPT est arrivé en novembre 2022, je pense, et je pense qu'on avait tous le réflexe d'utiliser tel qu'on a toujours utilisé n'importe quel moteur de recherche, tel que Google habituellement. C'est-à-dire, j'entre et puis tu fais une demande, et lorsque tu veux aller plus loin, tu fais une conversation. Oui. Et chaque fois, lorsque ce n'est pas le même sujet, tu crées plutôt une nouvelle conversation. Un nouveau chat. Pour faire le sujet. Donc, l'une des choses qui m'a bluffé avec les outils, il y a notamment ChatGPT ou Claude, c'est lorsqu'ils ont introduit pour la première fois des projets. Et lorsqu'ils ont introduit pour la première fois pour ChatGPT, des GPT. Mais je pense qu'on est nombreux à ne pas assez capter la profondeur de ça. Exploiter à fond. Et comment exploiter ça? Donc, ce qui se passe en général, c'est que là, on continue, en tout cas,
pour nous qui sommes pour ceux qui sont dans l'ancien monde, c'est-à-dire on continue à être dans le mode conversation, dans le mode chat. Pourtant, avec ces modes projet-là, on a la possibilité, et c'est l'une des choses qui m'a le plus de fait, de créer ce qu'on appelle des assistants ou des employés IA. Assistants IA, agents IA, c'est ça? Non, des assistants et des employés. Okay. C'est-à-dire des gens, parce qu'à la fin de la journée, un employé humain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des compétences, qui a une mission, qui a des rôles, qui a des tâches, qui a des responsabilités. Qui peut analyser, qui peut... Donc, tout chose étant égal par ailleurs, si j'arrive à avoir une unité ou une IA à qui je donne des tâches, à qui je donne un rôle, à qui je donne des missions, voilà, j'ai un employé. Et j'ai un employé qui me coûte $20 par mois. Donc, ça veut dire en une journée, je peux en avoir comme ça 20. Et c'est quoi la différence du coup entre employé IA et agent IA? Non, la différence, parce que, en tout cas... Je suppose qu'on se pose ces questions. Un employé IA est un agent IA. Sauf qu'il y a des agents IA qui sont manuels et les agents semi-autonomes et des agents complètement autonomes. OK. Donc voilà, maintenant, lorsque je suis dans un emploi IA, tel que celui dont on parle, c'est un emploi IA manuel. C'est-à-dire que je dois faire des requêtes. Oui. Voilà, il n'a pas la capacité de réflexion, d'analyse et d'action. Donc c'est moi qui dois initier. Donc, et c'est ça qui m'a le plus bluffé. Parce que désormais, voilà, si tu dois par exemple recruter, imaginons, parce que la dernière fois, j'avais un ami à moi, entrepreneur, qui a publié son statut WhatsApp, par exemple, qui recherche un assistant RH. Et lorsque tu vois les tâches qu'il veut confier à l'assistant RH... Elles sont répétitives, elles sont simplifiables, etc. Ces genre de trucs. Oui. Dis, mais pourquoi oui. il y a une possibilité unique aujourd'hui qui est la possibilité d'avoir un assistant, un employé IA qui fait exactement ça. Oui. C'est-à-dire à qui tu fournis juste les CV, mais ayant déjà fait la configuration de base, c'est ça qui est bluffant. Et puis, il fait exactement ce job-là. Alors, ce qui est important dans ce que tu dis et que je vais ressortir ici, c'est qu'il y a la configuration de base à faire. Et comme avec Edgar, dans notre épisode précédent, on disait que l'intelligence artificielle demande d'être intelligente. Et du coup, il faut pouvoir savoir comment parler à l'IA. Si tu es bête là, l'IA devient bête pour toi. Oui, c'est ça, parce que l'IA va prendre n'importe quoi. Donc, il faut savoir configurer. Alors, à quel point il faut configurer l'IA pour qu'elle te donne des bons résultats? En fait, c'est simple. C'est très simple. Parce que c'est une question de perspective déjà. Donc, la meilleure façon, si on souhaite tirer le meilleur de l'IA, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai testé, pour les résultats que j'ai eus, la meilleure façon, c'est déjà comment est-ce qu'on le regarde. Parce que je pense que la plupart des gens posent un mauvais regard sur l'IA de façon générale. La plupart des gens le rattachent un peu. On a une similitude avec Google, ce genre de truc. Oui. Mais tout le temps, si tu considères que l'IA, c'est comme un collaborateur, mais qui manque juste de contexte pour t'aider. C'est-à-dire il a la capacité de pouvoir être le meilleur dans n'importe quel domaine. Il suffit juste que tu lui dises dans quel domaine tu veux qu'il soit meilleur pour toi et que tu lui fournisses les éléments qui lui permettent de te servir au mieux. Maintenant, si tu me demandes comment parler à l'IA, sachant ce que je viens de dire, ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que je m'arrange à ce qu'il sache exactement quel est le rôle et la mission qu'il a pour moi. Il sache exactement quel est l'objectif que moi je l'assigne, et il sait exactement quel est le contexte autour de ce que je demande, et je lui donne une certaine perspective. Donc, dans la pratique, à quoi ça ressemble? Dans la pratique, par exemple, si par exemple, je veux rédiger un mail pour relancer un client, donc si dans la formule classique, je vais dire, écoute, rédiger un mail pour relancer le client sur tel dossier. Mais si, j'applique, et je considère que c'est un collaborateur, c'est-à-dire, c'est vrai que parfois, on a ce réflexe-là lorsqu'on a des collaborateurs humains, on va dire ça comme ça. Ils juste disent, fais la chose, et puis ils se débrouillent, ils appellent une ou deux personnes pour trouver l'information, trouver les ressources, et puis pour nous fournir quelque chose. Mais sauf que, Et puis, c'est des informations qu'ils collectent sont même limitées. Parfois, ça s'arrête à « je me fatigue tout à l'heure », et puis je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Sauf qu'avec l'IA, la bonne nouvelle, c'est que si le collaborateur est bloqué, il va venir te voir pour te dire où il va tourner en rond jusqu'à ce que toi, tu relances. Oui. Il va te dire, écoute, je suis bloqué parce qu'il n'y avait pas telle information. Oui. Mais la mauvaise nouvelle, je vais dire ça comme ça, avec l'IA, c'est que si tu lui dis ça, il ne viendra pas te dire qu'il est bloqué. Parce qu'il a accès à tellement de données qu'il est capable de te produire quelque chose, peu importe ce que tu donnes. Après, il s'en fout. Même s'il faut prendre ça très loin, il va aller prendre. Donc, c'est pour ça que maintenant, la méthode est très importante. La méthode permet d'aller chercher exactement la bonne information au bon endroit. Donc, si on reste sur notre principe, c'est-à-dire il y a un rôle, c'est-à-dire il y a un objectif, il y a un contexte, et puis il y a une perspective que je lui donne, et puis il y a une demande en termes de format que moi je lui soumets. Donc, par exemple, sur la demande d'email de référence client,
Voilà, si c'est dans le B2B ou, voilà, ou peu importe où je suis, donc je dois clarifier voilà, par rapport au rôle ou le domaine là où nous sommes et quel est l'objectif. Voilà, je veux et quel est le contexte, la perspective. La perspective ici, c'est par exemple, s'il y a des antécédents, si c'est un ancien client, s'il a eu à récidiver. L'historique. Voilà, l'historique. Partager exactement ça. Et maintenant, si je veux ça en 2 sections, en 2 paragraphes, en bullet point, préciser également que je veux ça en bullet point. Et être très spécifique. Et ne pas espérer qu'il puisse savoir exactement que moi je veux ça de telle façon. Et l'une des choses assez remarquables également, c'est quand tu as une telle demande, par exemple, et que tu as la possibilité d'avoir un exemple qui a marché pour toi, ou a marché pour quelqu'un, tu fournis également cet exemple qui a marché pour toi ou marché pour quelqu'un, et tu dis, écoute, voici ce que je considère comme bon et que j'ai apprécié ou qui a marché la dernière fois. Donc, si tu réunis ces éléments-là, en général, tu réussis à faire ce que la plupart des gens ne réussissent pas à faire. Tu réussis à exploiter l'outil tel que la Super. Merci beaucoup. C'est magnifique ce que tu partages. Mais avant de clôturer justement sur le topic, je vais poser une question à Herman avant de revenir sur toi. Tu permets. Herman, en tant que dirigeant, quelles sont les tâches que tu automatises le plus avec l'IA? Alors, je ne m'occupe pas de l'automatisation chez moi parce que je suis bête en la matière. Mais veux dire pour toi-même, comme il parlait tout à l'heure d'avoir des employés IA, agents IA, est-ce que tu utilises ça? Oui, à certains points de vue, déjà, il faut comprendre quelque chose de très important. Lorsque tu ouvres un chat dans ChatGPT ou dans Microsoft Copilot, il devient déjà ton assistant. C'est donc, ça. Il te connaît déjà. Il te connaît déjà, il parle ton langage, il sait quelles sont les références que tu as l'habitude d'utiliser, le contexte qu'il y a, etc. Donc, je me suis amusé la dernière fois à être tenté donc, du coup, de faire une requête à ChatGPT dans le cadre d'un sujet que je traitais depuis longtemps avec Copilot. Je parle d'eux comme si c'était des assistants. Ou c'est des personnes. Des humanoïdes réellement. Je me suis rendu compte que la réponse que me donnait, on va dire, le Microsoft Copilot que j'utilise souvent, cette réponse-là, donc du coup, elle était plus efficace. Ce que j'aime plus utiliser, c'est Asana. Okay. Donc j'ai fini par exemple de brainstormer sur un projet, je sais quel est le type, etc. J'ai envie de faire donc du coup le Gantt. J'ai envie de transformer ça donc du coup en planning, etc. Je me casse pas la tête, je lui donne le fichier de base. Et l'IA de Asana transforme ça en Gantt pour moi, crée même, ajoute des colonnes que j'ai envie, ajoute des KPIs que je peux arranger, etc. Et ça, c'est mon utilisation la plus abusive possible. Et à partir du moment où j'ai créé le projet, l'IA de Asana, donc du coup, il fait que le reste pour moi. J'ai la possibilité de le connecter, donc du coup, à Outlook, de lui envoyer des messages aux gens, de regarder quels sont les messages qui ont été échangés, par exemple, j'ai la possibilité de le connecter, par exemple, à Microsoft Teams, dans des groupes, et puis, issu les conversations, il nous fait des propositions. Je vais lui dire, par exemple, si tu vois qu'on a posé une question à une personne et que la personne au bout d'un certain temps n'a pas répondu, envoie-lui une relance. Lorsque, par exemple, une personne a formulé une requête et que cette requête n'est pas possible, entre en jeu et dis-lui voilà, que sa requête doit être reformulée, etc. Fais un point de tâches que les gens sont supposés engager, de sorte que dès qu'ils ouvrent leur Asana, ils puissent voir que il y a un certain nombre de rappels qui leur sont faits, comme si c'était moi qui était en train donc, du coup, de le faire, ces rappels-là. C'est à ce niveau justement que je suis très abusif en la matière. J'automatise aussi les prises de notes pour les séances de coaching, pour les réunions, etc. Surtout les séances de coaching. La dernière fois, j'ai eu une réunion stratégique sur son plan de campagne pour l'année prochaine avec un DG d'une banque. Eh bien, on a laissé l'IA, donc du coup, qui a suivi la conversation. Samsung a pu sortir donc, du coup, la synthèse, on lui a envoyé, il a envoyé ses campagnes à lui, on va partir de là, structurer. Maintenant, cette fois-ci, demander à l'IA, eh bien, quel est le contexte, quel est le chiffre qu'on veut faire, quelles sont les campagnes, quelles sont les des campagnes, de nous aider par exemple à élaborer le plan de campagne de toute l'année et il s'occupera de le faire. Magnifique, c'est une très bonne inspiration que d'autres dirigeants pourront écouter et répliquer. Alors Barkis, pour terminer, ce hot topic très intéressant, merci d'avoir partagé avec nous. Alors, j'ai 2 petites questions. Bon, déjà, je vais commencer par la plus lourde, ensuite la plus légère. Aujourd'hui, l'IA, ce n'est pas juste une affaire d'outils, c'est aussi une affaire de gouvernance, une affaire de pilotage opérationnel, une affaire de pilotage stratégique. Comment est-ce que tu envisages les entreprises africaines pour l'année 2026. Nous sommes en fin d'année 2025 et dans quelques jours, l'année 2026 débute. Et pour une entreprise qui n'a pas intégré l'IA dans sa gouvernance stratégique, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? En plus de ce qu'on a déjà dit, puisqu'on a déjà dit
On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses et on a surtout dit que, voilà. Pour une entreprise qui n'a vraiment pas déjà démarré le cap de l'IA et qui va regarder la vidéo aujourd'hui, que ce soit cette fin d'année ou bien en cours d'année, mais n'a pas encore entamé l'IA, quoi. Je vais dire que tu es mort. Il y a de l'espoir pour eux, n'est-ce pas? En plus qu'ils sont morts, Oh. mais surtout la bonne Ils nouvelle, n'arrangent c'est rien. la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent renaître. Oh, Donc, voilà, Phoenix. si on suit une session comme ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut, on peut tout à fait renaître. Voilà, parce que la bonne nouvelle avec l'IA et l'implémentation, c'est que elle n'est pas linéaire, la progression n'est pas linéaire. C'est-à-dire, ce n'est pas 1, 2, 3, 4. Elle peut être géométrique. C'est-à-dire, voilà, il suffit juste de commencer par le plan dont on a vu, c'est-à-dire simplement commencer par faire une cartographie. SCRA. Voilà, RCRA, des choses qu'on fait, et commencer simplement avec les premiers projets. Et surtout, l'une des choses importantes, c'est surtout de ne pas se débrouiller tout seul. Okay. Parce qu'il y a l'autre défi, c'est que parfois, on aime se débrouiller à 10 là, essayer de faire les choses soi-même et avoir une fierté par rapport à ça. Et lorsque les sujets sont importants comme celui-là, parfois, se faire accompagner. Voilà, se faire accompagner là-dessus, c'est super important. Voilà, c'est à ça qu'on fait, Etienne, c'est la transformation culturelle tout de à fait. l'entreprise. Comment Tout à fait. adapter justement son Tout à entreprise fait. Non, aux enjeux de l'IA. Voilà, se faire accompagner, suivre des formations, s'intéresser à la chose, surtout se faire accompagner. Je pense que c'est super important. Lorsqu'on est sur passé, encore une fois, ce n'est pas un sujet des 6 prochains mois, ce n'est pas un sujet d'un an, c'est un sujet des 50 prochaines années. Oui. Donc, si je pars du principe que c'est un sujet des 50 prochaines années, donc, les fondations sont super importantes. Et voilà. Un peu comme avec Internet quand ça a commencé. Tout à fait. Donc, c'est ce que je dirais déjà pour répondre à ta première question. Donc, c'est déjà, voilà, je dirais se faire accompagner sur des formations, voilà, sur des classes digitales, voilà, sous ce qu'il y a des séances de coaching. Il est temps pour vous de suivre les classes digitales de HNC Digital Training qui parlent justement d'entreprises augmentées IA. Tout à fait. Donc, venez, suivez les informations. Il n'est pas tard pour vous. Vous pouvez encore suivre le train, monter dans le train. Voilà, vous pouvez renaître, monter dans le train de l'IA. Tu sais pas si tu as regardé ce numéro de Mission Impossible là, où le gars il sautait de wagon en wagon. Il ne sait pas par quel bout prendre la chose parce que tu vas te noyer. Il faut commencer le plus rapidement possible. Donc tu as 90 jours pour changer de câble, sinon la vitesse va augmenter. Je ne comprends pas les gens comment ils ont traîné depuis 2022. Moi j'ai traîné, mais dès que je me dis, tiens, il y a toujours le dernier train est en train de passer. Tu comprends un peu? Le dernier train, il y a des gens qui ont raté le train de l'ordinateur depuis là. D'Internet. Ils continuent de taper sur le clavier. Le dactylophone. Qui est en train de faire comme ça. Eux là, le dernier train est passé. C'est au Moyen-Âge. Et puis ils dominent à la gare. Ouais, ok, magnifique. On va donc aller sur une petite touche plus légère. C'est vrai qu'on l'IA ne se limite pas aux outils, mais j'ai bien envie de te demander aujourd'hui, ChatGPT ou Google Gemini? Personnellement? Oui. Non, ni l'un ni l'autre. Personnellement, j'irai avec l'autre. Avec l'autre. Mais maintenant, ce que je recommande aux gens, c'est pas surtout, voilà, moi je vais avec l'autre, mais c'est pour des raisons surtout, encore une fois, le but du jeu, c'est d'avoir la méthode dans l'utilisation Oui. et de tester les outils et de voir celui qui produit le meilleur résultat pour soi. Et d'entraîner ton IA aussi. Et d'entraîner ton IA. C'est surtout important. Et surtout, ne pas sauter du coq à l'âne. Parce que plus tu sautes du coq à l'âne, plus tu partages l'information, plus tu partages le contexte. Et pourtant, l'IA a besoin de contexte pour te servir au mieux. Donc, si tu es sur copilote, reste là et puis teste-le. Si tu restes suffisamment longtemps pour qu'il puisse t'aider au mieux. Si tu es sur ChatGPT, reste suffisamment longtemps. Donc, si tu es sur Claude, moi, par exemple, personnellement, Claude me donne le meilleur rendement possible. Voilà, surtout avec tout ce qui est en place. Donc, c'est pour ça que c'est exactement pour cette raison. Donc, pour ceux qui sont dans l'écosystème également Google, voilà, restez-y sur Gemini. Ok, super. Aujourd'hui, on a beaucoup appris sur l'IA. Il ne s'agit pas uniquement d'outils, il ne s'agit pas uniquement de facilité, mais il s'agit aussi de gouvernance, de domination de territoire, d'enjeux géopolitiques, d'enjeux stratégiques et d'excellence opérationnelle. Merci beaucoup, Berkis, d'avoir partagé avec nous. Est-ce que tu as un dernier point que tu aimerais partager? J'ai un dernier point, puisque le sujet, c'est entreprise augmenter IA. Augmenter IA. Et je veux surtout, voilà, pour nos entreprises, voilà, je veux surtout qu'on puisse comprendre que c'est pas juste l'IA qui est question ici. Que lorsqu'on veut implémenter, c'est pas juste faire l'IA pour l'IA, parce que parfois, parce que c'est le buzz. Parce que c'est le buzz. Comment faire pour ne pas rentrer dans ce buzz d'IA? Non, c'est tout savoir que c'est l'implémentation de l'IA, c'est l'implémentation de plusieurs choses et qu'il y a plusieurs facteurs. Et l'une des choses importantes, c'est l'une des choses, voilà, c'est un acronyme qui s'appelle PARC, en PARC.
On a beaucoup Donc, d'acronymes qui, aujourd'hui. voilà, PAC qui On signifie avec un people. expert, attention. Voilà, donc PAC signifie people. Donc, people, architecture. Voilà, et puis routine. Et puis Ok. culture. C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'architecture, mais ce sont les gens. Ce sont les routines. Les routines, Et c'est la l'architecture. culture pour accompagner ça. Mhm. Parce que s'il y a un de ces éléments qui manque, c'est-à-dire si on a les gens et qu'on n'a pas l'architecture, si on a l'architecture et qu'on n'a pas La culture. et qu'on ne s'habitue pas, parce que nous sommes à la fin de l'année, ce sont des hommes. Les êtres humains qui doivent Voilà. s'adapter à quelque chose. Avec des routines déjà et que voilà, l'implantation, tout ça signifie également d'autres routines. Ou si on n'a pas la culture pour accompagner ça, c'est-à-dire une nouvelle façon de faire et de voir, voilà, c'est compliqué de pouvoir tirer le meilleur de l'opportunité qui est là. Super. Alors, parc. J'ai envie de dire ça. À vos marques, prêts, parc. Merci, Barkis, pour Au ce plaisir. hot topic incroyablement insightful, très bénéfique. J'ai failli dire bénissant. On espère en tout cas te revoir dans l'émission parce que c'est Tu tellement reviendras passionnant. Il y a tellement Tu de choses à reviendras dire. On va t'inviter à nouveau en Au 2026. début, tu as rendu les gens bêtes. Maintenant, tu les as rendus moins bêtes aujourd'hui. C'est ça. J'espère que vous avez beaucoup appris, vous également, sur l'IA, sur l'automatisation et sur l'entreprise augmentée IA. Merci pour ce hot topic. On va aller directement au top tips by Tanela. Merci Dominique. Bon, comme Herman a dit, hein, il nous a rendu bêtes, il nous a rendu Pourquoi moins tu es bêtes. triste comme ça? Tu Ah, fais le ton triste. Non, pourquoi? Non, je suis pas triste, au contraire. Oui. Tu vois, ça bouillonne là. Ouais, il a mis la réflexion. Hein. C'est ça. Non, c'est que vraiment, c'est le top tips en fait de l'émission. C'est vraiment en fait un leader, un dirigeant doit être un apprenant. Tu vois. Super. Moi, en fait, tout ce qu'il a dit, j'étais en train d'absorber le truc et dans ma tête, je me dis, ok, mais je vais aller courir sur ChatGPT, je vais aller courir sur Copilot, etc. Copilot, oui. Voilà, pour encore creuser, aller en Un peu profondeur. plus. Exactement, tu vois, parce que sinon, tu te laisses dépasser, tu es obsolète et puis tu meurs. Moi, j'ai pas envie de mourir. Moi, je vais moi-même renaître. Chaque jour, je me réveille, je renais. Chaque jour, je me réveille. Et c'est Bon ça, phénix. en fait. C'est ça. C'est ça, un dirigeant. Donc, le leader est d'abord un apprenant et le monde change à une vitesse folle. Moi, j'ai pas envie de rester, Exponentielle. d'être en reste, quoi. Alors, montez dans le train de l'entreprise augmentée IA. Sinon, ça va devenir une mission impossible. Montons tous dans le train de l'entreprise augmentée IA. Merci Tanela pour ce top tips. On va clore l'épisode du jour aujourd'hui qui parlait justement de l'entreprise augmentée IA, de rachat d'entreprise. Si vous avez aimé cet épisode, si ça vous a parlé et si vous ressentez que vous avez envie d'aller plus loin avec l'IA, contactez-nous, laissez-nous un message. Ou alors, si vous aimez simplement ce programme et que vous voulez nous soutenir pour l'année 2026 et avoir plus de sujets aussi intéressants, incisifs pour les dirigeants, n'hésitez pas à vous abonner, partager à des dirigeants, à des CEO, à des entrepreneurs et même des professionnels pour qu'ils puissent ne pas rester au Moyen-Âge alors que nous sommes en 2026. Donc, nous allons terminer cet épisode en souhaitant une belle année 2026 à tous nos abonnés, à ceux qui nous rejoignent justement en cours d'année. Merci pour cette année magnifique. Nous avons commencé cette émission il y a 4 mois, au mois d'août, cette année-là. Et aujourd'hui, non seulement nous avons fait déjà plus de 10 épisodes, mais vous avez toujours été fidèles, vous avez toujours été là. Nous avons vu vos commentaires et nous sommes tellement contents de voir que ces sujets vous intéressent. Alors, si vous avez non seulement des dirigeants que vous aimeriez qu'on invite, dites-nous. Des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, dites-nous. Alors, tous ensemble, on va dire bonne année à nos abonnés. Mais avant, je vais dire merci également à Herman pour cette fin d'année magnifique. Bonne année à tout le monde. Si vous avez besoin de produits du résultat, ne vous trompez pas. En 2026, ce sera avec les entreprises agency. Magnifique. Super. Tanela, est-ce que tu as un dernier mot de fin pour nos abonnés? Pareil, bonne année à vous. Si vous avez besoin de produits de résultats, ça sera avec les entreprises agency. Contactez Agile Team. Super. Darkis aussi, je te laisse un mot de fin pour nos abonnés pour l'année 2025. Ah, tout à fait. Allez, on va dire bonne année, plein de succès à tous, voilà, dans nos projets, dans nos initiatives. Hein. Et si vous avez besoin de performance sur l'IA, contactez. Exactement. Bien sûr. Vous savez, on ne se vend pas souvent dans l'entreprise, c'est comme ça, mais il faut vraiment se vendre. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Comme on dit souvent au quartier, donc merci ne finit pas. Alors, restez connectés, restez curieux et surtout restez agiles. Je suis Dominique Audiep. Et je vais encore vous dire, avec tout le monde, restez connectés, restez curieux et surtout restez Agile. Bonne année 2026. Bonne année. Bonne année.